Premier quart d'heure, le rappel de ce qui s'est passé, parce qu'on est tous à des niveaux d'information très différents. Donc un peu ce qui s'est passé au Rwanda d'avril à juillet 1994 et la situation actuelle du Rwanda. La seconde partie, je vous proposerai de faire le point sur toutes les actions judiciaires qui sont en cours actuellement au Rwanda, en France ou ailleurs. Et puis le dernier quart d'heure, j'aimerais qu'on parle un peu de la région du Kivu, dont je vais vous parler tout de suite. C'est une région qui, à mon avis, actuellement est aussi explosive que l'Afghanistan, le Pakistan ou que le Moyen-Orient. C'est assez ignoré puisque ça n'intéresse pas grand monde. Il y a quelques journalistes en Occident qui font beaucoup d'articles. J'en ai un certain nombre ici, des collègues Breckman, qui est au Journal du Soir à Bruxelles et qui fait beaucoup d'articles sur cette région-là. Bon, je rappelle très brièvement sur ce Rwanda. Nous sommes donc dans la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs comprend un certain nombre de pays. Voilà, qu'on va voir là-dessus. Donc au centre de ce continent africain, ce tout petit pays qu'est le Rwanda, qui est de la taille de la région Rhône-Alpes, voilà, dans laquelle il y a 8 millions d'habitants, enfin il y avait 8 millions d'habitants. Et il est séparé par la République démocratique du Congo, qui est gigantesque. On aperçoit ici qu'une seule province, et encore c'est une des plus petites, c'est la province du Kivu, dont on va parler, avec un Nord Kivu, capitale Goma, et un Sud Kivu, capitale Bukavu. Et puis il y a la province orientale, il y a le Kasaï, il y a le richissime Katanga, mais le Congo n'est qu'un immense pays richissime, il y a des minerais partout, il y a de l'or, il y a du coltan, il y a du manganèse, il y a du magnésium, il y a toutes sortes de mines. Le Congo est extrêmement riche. Donc on parlera surtout de cette province qui est isolée du reste de la République démocratique du Congo par 400 km de forêt, et donc c'est une région qui est quasiment abandonnée par Kinshasa, la capitale, qui est à 1000 km, à plus de 1000 km de là, et qui ignore pas mal cette région. C'est une région assez riche, parce que ici c'est la chaîne des volcans, la grande chaîne des Virunga, qui s'élève avec les gorilles dans la brume, etc. Et ça a donné des sols, ici, des plaines très fertiles, assez riches. Et donc, comme le Rwanda est un pays surpeuplé, il y a le continent africain, il y a peut-être 4 ou 5 habitants au kilomètre carré, mais le Rwanda en a 800, et c'est une densité d'habitants quasiment asiatique, ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc vous avez là ce Rwanda avec la République démocratique du Congo. Au sud, c'est la Tanzanie. Grand pays, anglophone celui-là. Et au nord, l'Ouganda, également un pays anglophone où il y a beaucoup de mélange de population, d'ailleurs dans tous ces pays. Deux ethnies dominantes, les Tutsis et les Hutus. Mais des ethnies qui étaient probablement, et là encore les historiens se perdent dans l'histoire, probablement d'origine différente, mais où, enfin, quand j'y allais, il fallait que je demande chaque fois si les gens étaient Hutus ou Tutsis, puisqu'il y avait beaucoup de mariages, beaucoup de promotions sociales, au contraire de descente sociale. Au départ, les Tutsis étaient peut-être bien éleveurs, mais maintenant tout le monde avait quelques vaches, et les grands troupeaux avaient de toute manière disparu puisqu'il n'y avait plus assez de place. Bref, les gens ont tous la même langue, tous la même religion, les mêmes activités, la même culture, le même habitat, et donc, comment ce génocide? Donc, ce génocide, je vais que pointer 3 ou 4 choses, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, les Allemands d'abord, mais on passe l'histoire. Les Belges, donc, sont les premiers, quasiment les premiers colonisateurs. Et très vite, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de royautés qui sont tenues par les Tutsis, même s'il y a plein de mélanges dans les cours. Ça est très compliqué. Il y a le Burundi aussi, juste au-dessus. Alors oui. Oh, bravo, merci. Donc, ce genre d'intervention, je suis preneur. J'ai oublié le Burundi, qui est un petit pays. Il est un peu plus grand que le Rwanda, mais il s'étale plutôt en longueur. Donc, la Tanzanie, je l'ai mise là pour pouvoir faire des abréviations. Voilà, et là, c'est le Burundi. Bref, les Belges, comme l'Église, puisque l'Église est une institution qui est aussi forte que l'administration coloniale et jusqu'à aujourd'hui aussi forte que l'État rwandais, donc souvent il faut parler des deux à la fois, l'Église comme les Belges s'appuient sur les royautés Tutsis. Voilà. Et c'est pour eux qu'on crée les écoles, c'est pour eux qu'on crée les séminaires, et c'est avec eux qu'on crée une administration. Et ça dure jusqu'à la fin des années 50,
ou à la fin des années 50, c'est l'explosion des mouvements indépendantistes, et donc l'arrivée des majorités au pouvoir, et les Hutus étant 80% de la population et les Tutsis 20%, les Belges et les Lisses vont s'appuyer sur les Hutus du jour au lendemain. Comment on distingue les Tutsis des Hutus? Tout simplement parce que les Belges ont instauré une carte d'identité avec l'ethnie dessus. Voilà. Et cette ethnie, on le sait, parce que c'est dans l'histoire, c'était souvent difficile à être montré. Si quelqu'un avait 3 vaches, on mettait Tutsi. Si une femme était mariée à un Hutu, on mettait Hutu. Même s'il était Tutsi, bon, c'était en dépit du bon sens. Et ça ne pouvait être que comme ça, vu le mélange complet des deux ethnies. Mais bon, nous ne savons pas ce que nous, on aurait fait à la fin du XIXe siècle, lorsque les notions racistes étaient soi-disant scientifiques, etc., les thèses de Godino, je vous passe tout ça. Donc nous ne savons pas ce qu'on aurait fait à l'époque. Mais en tout cas, les Belges ont instauré cette division ethnique et se sont appuyés sur l'une en rejetant l'autre dans leurs écoles, dans les séminaires, dans l'administration, dans l'armée, dans la police, etc. Ce qui fait qu'à la fin des années 50, lorsque ils ont appuyé les Hutus qui étaient majoritaires, ça a été l'inverse. Et donc, ça a été les Tutsis qui se sont retrouvés interdits d'école, interdits de séminaire, interdits d'administration, interdits d'armée, interdits de police, etc. Et ça a duré donc ça a duré donc un certain nombre de décennies, depuis les années 60 jusqu'aux années 90. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans le détail, je passe à l'année 90. Donc l'année 90, il y a quand même des choses importantes qui se passent. Voilà, je passe donc les 30 ans entre les années 50 et les années 90, 40 ans, mais on assiste déjà à des pogroms de Tutsis. Ils ne sont pas simplement interdits d'administration ou d'école, il y a aussi des pogroms régulièrement qui sont toujours non réprimés. Hein. Moi j'étais au Niger dans les années 70, début des années 70, et on voyait arriver déjà une vague de Tutsis qui étaient pourchassés chez eux, et donc qui allaient jusqu'en Afrique occidentale. Et, voilà. Et ça a toujours été non réprimé, pas plus par la puissance coloniale que par le pouvoir. En 90, qu'est-ce qui se passe? En 90, il se passe que la diaspora Tutsi, qui a été chassée depuis les années 50, commence à s'organiser. Elle s'organise en Ouganda, où c'est là à chaque pogrom, il y avait une vague de Tutsis qui partait, et donc ils s'organisent là, pas forcément la première génération, mais la deuxième génération, hein, parce que 30 ans ont passé, et donc là, les Tutsis, la diaspora Tutsi va s'organiser en un mouvement politique et une armée. C'est un mouvement qui ne va pas contenir que des Tutsis, qui aura aussi des Hutus, qui soit ont été pourchassés, soit pour un certain nombre de régions se sont retrouvés en Ouganda. Et cette force-là a commencé à se faire entendre. Deuxième élément important, à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide de l'ONU, commencent des discussions où on veut que le régime de Kigali commence à être un peu moins autoritaire et dictatorial, commence à accepter une opposition à l'intérieur, reconnaissent cette opposition extérieure et acceptent un partage du pouvoir, une intégration peu à peu des Tutsis dans l'administration, tout ça, etc., puisqu'il y a toujours les cartes d'identité qui permettaient de dire toi t'es Tutsi ou toi t'es Hutu, etc. Donc, des négociations qui se tiennent à Arusha, mais qui n'arrivent pas à avancer, parce que le président Habyarimana joue sur les deux fers. À la fois, il veut interdire les avancées de ce type-là, de type démocratique, et à la fois, il est poussé par la communauté internationale qui l'amène à Arusha 2 ou 3 fois par an pour venir faire avancer les négociations. Voilà. Alors donc, au moment d'Arusha, le FPR, Fonds Patriotique Rwandais, je ne vais pas mettre beaucoup d'initiales parce que ça nous casse le pied, mais le FPR, c'est important. Le Fonds Patriotique Rwandais, c'est la force de la diaspora, Tutsi et Hutu mélangés, qui cherchent à revenir sur le Rwanda. Et la communauté internationale a intégré le FPR dans les discussions et tente d'obliger Habyarimana, le président du Rwanda, d'intégrer le FPR. Voilà. Et malheureusement, au fur et à mesure que ces discussions avancent à Arusha, le régime de Kigali va se durcir peu à peu, depuis les années 90. Alors en 90, ça c'est la situation début 90. Courant 90, le FPR rentre au Rwanda. Donc on arrive à les rouges ne marchent pas bien. Donc
Voilà, les forces du FPR commencent à pénétrer au Rwanda en disant s'ils ne veulent pas nous accepter de gré, ça sera de force. Donc la diaspora rentre. À Arusha, ils pressent le président de négocier avant qu'il y ait des combats, des bagarres, etc. Et que fait le régime? Le régime s'adresse à la France. Donc les Belges ont fait savoir au régime de Kigali qu'eux, ils ne suivraient pas. Et c'est la France. Alors Chevènement a raconté ça en détail. Ça se passe dans un avion. Et il reçoit une communication et il en parle à François Mitterrand. Il dit voilà, le président Habyarimana, il réclame un peu des forces parce que ça y est, ils sont rentrés. Et donc il réclame des forces. L'armée du Rwanda, c'était 5 000 personnes. Il faut absolument faire quelque chose. Voilà. Et il a obtenu le feu vert. En 20 secondes, il a obtenu le feu vert de François Mitterrand dans cet avion qui l'a amené je ne sais plus où. Et donc, la France est arrivée à Kigali. Elle avait déjà avec Kigali un accord technique, disons. Parce que lorsque le président Sarkozy lui dit on va remettre tous les accords de défense sur la table, avec Kigali, ce n'est pas un accord de défense. D'ailleurs, avec le Tchad qu'on a sauvé, ce n'était pas un accord de défense non plus, c'était un simple accord technique. Donc il y a un accord technique qui permet à la France d'intervenir en cas d'agression. Donc nous sommes à la première opération française qui s'appelle Noroa et qui a consisté à envoyer pendant 3 ans au Rwanda, de 90 et 93, des troupes, des formateurs. L'armée de Kigali est passée à 35 000 hommes, très rapidement, des canons, des munitions, etc. Et nous en connaissons, nous, le listing des arrivages, des chèques bancaires qui ont circulé, tout ça est maintenant connu. Donc, première opération. Et pendant 3 ans, la France va appuyer le Rwanda pour éviter une descente trop rapide du FPR, qui aurait pris Kigali en 3 mois, mais il a mis 3 ans à cause de l'intervention française. Alors, en 93, l'armée rwandaise est quand même pas bien forte, et donc, peu à peu, les troupes du FPR arrivent à côté de Kigali, et à l'accord d'Arusha, aux accords d'Arusha, qui continuent à avancer tout doucement, on oblige Habyarimana d'ouvrir un cantonnement pour le FPR. Donc le FPR est d'accord, dit bon, je vais attendre encore la signature des accords d'Arusha, et le FPR décide d'aller dans ce cantonnement, près de Kigali. Quand j'y étais, il était installé là, et il attendait la signature définitive des accords d'Arusha. Alors cette signature intervient au mois d'août 93, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc il y a théoriquement un engagement d'Habyarimana d'intégrer la force FPR, donc intégrer toute cette armée-là dans l'armée de rwandaise, intégrer la partie politique, puisqu'il y avait un mouvement politique, l'intégrer également dans les institutions, les autoriser à créer un parti, etc. Ça, c'est donc en août qu'il y a tous ces engagements de pris. Donc en août 93, Habyarimana revient. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Et que fait la France, les Nations Unies, les Belges? Ils réduisent quasiment à néant les forces qu'ils ont sur place. C'est-à-dire qu'on dit, les accords sont signés, très bien, on va sortir de ce guêpier. Et Habyarimana, qui retourne à Kigali, évidemment, il s'empresse de ne pas appliquer les accords. Et on se trouve donc... et alors, il change de gouvernement et il fait rentrer le Hutu Power, qui est la puissance Hutu, c'est-à-dire les extrémistes Hutus. Donc le Hutu Power prend le pouvoir là, et lui, il veut en découdre. Donc il veut rayer de la carte toute la diaspora Tutsi qui est maintenant, enfin tout au moins cette partie de l'armée qui est là. Elle ne veut pas entendre parler du parti Tutsi, etc. Et ne veut rien modifier dans l'administration, l'armée, la police et les écoles. C'est donc là où les choses se cristallisent, alors même que c'est là où toutes les forces occidentales quittent le Rwanda. Voilà, donc on arrive au 6 avril. Qu'est-ce qui se passe le 6 avril? Le 6 avril 1994. Ah, on est déjà en 1994. Le 6 avril 1994, le 5 avril 1994, Habyarimana s'en va une fois de plus à Arusha, où on lui dit les accords ne sont toujours pas appliqués, ça fait 6 mois qu'ils ne sont pas appliqués. Bon, rien n'avance, il reprend son avion et il rentre à Kigali, et à 8h du soir, le 6 avril 1994, son avion est abattu à l'approche de Kigali. Il tombe,
Et ils sont tous morts, c'est-à-dire le président Habyarimana, son collègue du Burundi qui est rentré avec lui, et les 3 membres d'équipage, tous les 3 français. Le commandant Dallaire, Roméo Dallaire, un Canadien qui dirige les 200 soldats de l'ONU qui restent, appelle au secours immédiatement aux Nations Unies en disant il faut tout de suite venir, puisque le Hutu Power ne ménageait pas ses messages et ses tueries pour prévenir le génocide, qui était déjà entièrement prêt, et effectivement, le génocide démarre le soir même du 6 avril. Donc le 7 au matin, déjà, des barrages. Moi j'avais de très bons amis qui étaient fort inquiets, et qui disaient de toute manière, nous, la voiture est toujours pleine d'essence, s'il se passe quelque chose, on file et on sait où aller. Tous ces malheureux ont été pris au piège parce que les barrages ont été faits sur toutes les collines du Rwanda dans la nuit du 6 au 7 avril. Donc le génocide qui était déjà prêt a démarré dans la nuit même du crash de l'avion. Alors bon, ce début du génocide était largement prévisible par beaucoup de gens. On connaît, nous, des fax, etc., qui circulaient dans les diplomaties et tout ça. Donc on savait que ce génocide allait se faire. Et puis on vous fournit à l'instant une preuve supplémentaire. C'est une toute petite interview de quelques secondes de Carbonaro, le président de Survie, en 93. Tu sais à quelle époque, en 93 ? Janvier 93. Voilà, donc 3 mois avant le début du génocide, et 4 mois après le fait qu'on savait que les accords d'Arusha ne seraient jamais appliqués. Donc c'est notre président au journal télévisé de 20h. Le 24 janvier 1993, le journal de 20h diffuse ces images. 24 janvier 1993, plus d'1 an avant le génocide de 1994, au journal de 20h. Notre journal, Jean Carbonaro, président de l'association Survie, vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda pour des jours de rentrée. On parle des images, c'est assez étonnant. Vous avez d'autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l'homme assez... Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents, et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route, et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi, et nous insistons beaucoup sur ces mots. Alors, ce que vous dites, c'est qu'à la différence de ce qui se passe actuellement dans l'ex-Yougoslavie, on est un petit peu malheureusement spectateur, là nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif. Nous pouvons agir sur l'événement. Oui, c'est les deux choses qui m'ont frappé. D'abord, l'implication du pouvoir. Jusqu'à quel niveau nous sommes réservés pour le moment. Et on est convaincus, tous les membres de la mission étaient convaincus que jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité, et des fausses, comme celle que vous avez vue, il y en a pratiquement dans presque tous les villages. Toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Cette situation change parce qu'on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. Enfin, bref, on savait très bien, 1 an avant déjà, par les diplomates, par les journalistes, par les associations, les ONG, etc., que ce génocide se préparait. Donc il y a eu du 6 avril jusqu'à juillet, il y a eu 1 million de morts, le chiffre varie entre 800 000 et 1 200 000, et il y a eu à 95% les Tutsis, sur la base des cartes d'identité, puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens, et tous les Hutus qui s'opposaient à ce génocide.
Bon. Alors, il y a eu la deuxième opération des Français qui s'appelait Amaryllis. Et là, c'est une opération qui était simplement pour aller chercher tous les résidents français et européens là-bas. Donc ça a été pratiquement qu'une opération d'évacuation. Et d'ailleurs, on a abandonné au centre culturel français et partout, etc. On a abandonné tout le personnel qui était là sur place. Donc on n'a pu sauver personne, sauf l'ensemble de l'élite gouvernementale de l'Ancien Régime qu'on a exfiltré et qui est actuellement en France ou en Europe. Voilà, donc c'était, là on était déjà sous Balladur, Juppé et Védrine au moment d'Amaryllis. Ensuite il a fallu encore 2 mois pour faire la dernière opération qui s'appelait Turquoise. Voilà, c'est-à-dire qui a consisté à faire une zone humanitaire sud dans la partie sud-ouest. Voilà, c'est en gros cette partie-là, c'est-à-dire loin de Kigali, proche de l'aéroport de Goma. Et dans cette opération-là, il y a eu, d'ailleurs c'était explicite dans le mandat, on n'a pas arrêté les seuls génocidaires, au contraire, on était bien avec toute la hiérarchie locale, et c'était la hiérarchie locale qui pilotait le génocide. Donc le génocide s'est arrêté partout ailleurs au fur et à mesure que le FPR occupait l'ensemble du Rwanda, et il a continué que dans la zone turquoise, où là il y a eu à la fois et de la... Les soldats français ont sauvé, on dit, environ 5000 Tutsis, ça c'est vrai, mais en fait les tueries ont continué dans la zone humanitaire sûre, puisqu'on n'a pas envoyé une munition quelque part, et que ça s'est fait, et qu'on n'a pas arrêté un seul génocidaire. Donc il y a eu d'une part des tueries qui ont continué là, et d'autre part, par dizaines et par centaines de milliers, des départs, je vais dans le début, par l'intermédiaire de cette zone, de cette soi-disant zone humanitaire sûre, le départ de dizaines de milliers, soit de génocidaires, soit de gens déplacés. Donc à l'issue, au mois de juillet, il y a eu partout au Burundi, surtout au Kivu, il y a eu 1,5 million de gens déplacés. Il y a eu donc, disons, 1 million de morts, sans savoir si c'est plus ou si c'est moins. Il y a eu, rien que sur le Kivu, on dit 250 000 personnes. Il y en a eu encore 250 000 qui ont été arrêtés et détenus au Rwanda. Voilà ce qu'on peut dire de cette explosion. Voilà, donc Turquoise est arrivé fin juin, c'est-à-dire que le génocide était largement entamé, il était même presque fini. Voilà, autrement dit, pour nous, l'opération Turquoise, c'est d'entraîner quelques soldats français en Afrique pour leur apprendre ce que c'est que l'Afrique. Mais ça n'a pas servi absolument, pour nous, ça n'a servi absolument à rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Il y a eu une mission dès 1994 de l'ONU. L'ONU a créé un tribunal pénal international qui a été basé à Arusha et qui va continuer à exercer, qui va commencer à exercer en 1997. Et l'ONU a fait une mission ici pour voir où en étaient les droits de l'homme et avait théoriquement pour mission d'éclairer les responsabilités sur le crash de l'avion qui a été quand même le point de démarrage du génocide. Pas sa cause, mais en tout cas le point de démarrage. Donc il devait enquêter là-dessus. Et en fait, il n'a pas eu les moyens d'enquêter sur l'avion. Autrement dit, on a laissé l'avion libre, la boîte noire a disparu, et personne n'est allé enquêter, interroger les témoins ou s'occuper. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui... Il y avait Paul Baril qui était sur place, il a enquêté sur le crash. Voilà, alors Paul Baril, qui est bien connu de survie, parce qu'il fait partie de ces mercenaires qui ont tourné dans la France-Afrique, tantôt dans les services secrets, tantôt à la cellule élyséenne, tantôt, etc. Et effectivement, il est dans tous les coups tordus de la France-Afrique depuis toujours, et il était, comme par hasard, quelques jours après, on ne sait pas envoyé par qui, on ne sait pas pourquoi faire, on ne sait pas s'il s'est approché de l'avion, si c'est lui qui a inondé la bête noire, tout ça, c'est des suppositions. On sait, la seule chose qui n'est pas une supposition, c'est qu'il était bien là-bas, mais on n'a pas de résultat là-dessus. Mais on reviendra sur ce crash tout à l'heure. Voilà. En 1998, le Rwanda a reçu une mission d'information parlementaire française, sur laquelle nous, Survie, on espérait qu'ils ouvrent un peu
le voile de l'implication française, qui pour nous était réelle, puisque la France a armé, de 90 à 93, elle a armé le Rwanda, que pendant le génocide, on a reçu le gouvernement génocidaire à Paris, on le sait assez peu, mais on a reçu le ministre des Affaires étrangères à Paris, qu'on laissait au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il y avait le Rwanda, ça c'est le hasard, on laissait le gouvernement génocidaire déclarer que tout allait bien là-bas au Conseil de sécurité, la France s'est bien gardée de dire quoi que ce soit, alors qu'elle est membre du Conseil de sécurité, les Belges ne pouvaient pas, ils ne sont pas membres. Mais la France était membre du Conseil de sécurité, elle n'a rien dit, elle a laissé parler le gouvernement génocidaire, pour dire que tout allait bien, qu'il maîtrisait la situation, etc. Du coup, le Rwanda de lui-même ouvert une enquête sur l'implication française, qui n'est toujours pas publiée à ce jour. Mais ils ont bénéficié de toutes les archives de l'ancien pouvoir et évidemment de tous les témoins qui étaient sur place. Qu'a fait aussi le Rwanda? Le Rwanda a tenté de juger les quelques 250 000 détenus qui se trouvent dans les prisons, qui se trouvaient dans les prisons rwandaises. Et pour ça, il a fallu d'abord remettre en état la justice. La justice rwandaise, comme l'éducation nationale, comme l'Église, comme l'administration, etc., a volé en éclats, avec une partie les tués, une partie les tueurs, et une partie ceux qui sont partis en exil, ou déplacés, ou rentrés dans leur village, etc. Donc il a fallu reconstituer complètement la justice rwandaise, ce qui a pris un certain temps. Et actuellement, voilà ce qui se fait. Actuellement, il y a la justice rwandaise, j'allais dire normale, les tribunaux normaux, qui jugent les organisateurs et les violeurs. On estime que le viol est un crime aussi important que l'organisation du crime de génocide. Et à ce jour, il y aurait 3000 personnes, c'est le dernier chiffre que j'ai lu, que j'ai obtenu qui me paraît vraisemblable, 3000 personnes jugées par les tribunaux normaux. Sur ces 3000, 700 ont été libérés par manque de preuves et les autres ont été condamnés. Et puis, le Rwanda a mis en route une innovation mondiale, on peut dire, une innovation en matière de justice. C'est qu'ils ont remis à l'ouvrage ce qu'on a appelé les gachacha. Les gachacha, ça s'écrit G-A-C-A-C-A. Les gachacha, c'était des juridictions traditionnelles qui n'avaient pas de rôle pénal, mais qui étaient chargées de résoudre les litiges au niveau des villages. Donc on réunissait le village, il n'y avait pas d'avocat, il y avait le suspect, et puis il y avait tous les témoins qui étaient constitués par les gens du village. Donc il a fait ça, non, il n'a pas fait ça, oui, on donnait des noms, etc. Voilà comment il a fait, non, il reconnaissait, le suspect reconnaissait, ou ne reconnaissait pas, la discussion se tenait jusqu'à ce qu'on soit capable de porter un jugement. Et donc ces gachacha avaient disparu, et ils ont été remis, et actuellement, depuis 2 ans déjà, depuis 3 ans même, 2004, ouais, bientôt 4 ans, fonctionnent 10 000 gachacha, pratiquement une gachacha par commune, à la tête desquels on a mis ce qu'on appelle des hommes intègres. Donc on trouve des gens qui paraissent objectifs, qui sont... voilà. Et puis il y a toujours une personne du ministère de la Justice qui a un titre de magistrat, ou qui a reçu une formation. Voilà. Donc on tente, et ça fonctionne depuis 3-4 ans, d'essayer de juger ces quelques dollars. Maintenant, il y a plus de 150 000, mais il y en a 150 000 encore. On estime qu'ils sont 150 000 encore à être jugés, et le Rwanda veut absolument qu'on arrive à tous les juger, quitte à les libérer si ça manque de preuves. Oui. Et les détenus, ce ne sont pas des Tutsis? Non. C'est pas, parce que soit ils étaient terminés, soit ils étaient détenus, je ne sais pas comment. Enfin, c'est qui les détenus? C'est des présumés génocidaires. Bon, voilà où on est le Rwanda maintenant, et puis la France là, est maintenant très affaiblie, parce que entre-temps, Clinton est venu là, il s'est excusé, et il a regretté les États-Unis étaient les seuls qui auraient eu une petite excuse de ne pas venir au moment du génocide, parce que c'était 6 mois après la Somalie, où il y avait des GI traînés dans les rues de Somalie derrière des jeeps, et puis qu'en fait, ils n'avaient jamais mis les pieds au Rwanda. Mais ça a été quand même les premiers à être venus regretter ce qui s'est passé, et regretter que la communauté internationale l'avait fait pour le génocide. Les Belges sont venus,
etc. L'ONU s'est excusée, le secrétaire général est venu, etc. Mais la France se drape dans sa dignité, elle n'a rien à dire. Donc inutile de dire qu'elle est actuellement très affaiblie, et elle est d'autant plus affaiblie qu'un juge français, le juge Bruguière, a fait à Paris une instruction sur le crash de l'avion. Et en fait, il a sorti en 2004 un document d'une centaine de pages dans lequel, sans aucun conditionnel et sans aucune preuve tangible, puisqu'il n'est ni allé au Rwanda ni interrogé personne sur place, il accuse le président actuel, le président Kagame, qui est le président de Kigali, d'être le responsable. Et il demande qu'on traduise le président Kagame devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et il a lancé 9 mandats d'arrêt internationaux pour 9 personnes de l'entourage de Kagame. Lesquelles personnes font des voyages à Bruxelles et font des voyages d'ailleurs dans toute l'Europe et ne peuvent plus voyager parce qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment. Donc le Rwanda veut contre-attaquer en disant nous avons notre commission d'enquête sur l'implication française, elle est bouclée, notre rapport est présent, on n'a toujours pas publié, mais on est prêt à le publier, dans lequel là la France aurait du souci à se faire. Et elle a contre-attaqué également par 2 plaintes, l'une auprès de la Cour internationale de justice et une autre auprès des tribunaux belges, contre le juge Bruguière, dont il conteste les conclusions, contre l'État français et contre l'État belge, parce que ce sont 2 États qui peuvent appliquer les mandats d'arrêt. Donc ils sont susceptibles d'arrêter les 9 membres du gouvernement. André précise quand même que le juge Bruguière est quand même défend les intérêts de la veuve de Jean-Luc Ayrault, qui était le commandant pilote du Falcon, qui s'est crashé. Donc elle défend des intérêts français aussi. Si c'est permet d'enquêter sur le crash, c'est parce qu'il y a eu plainte des familles des 3 membres de l'équipage. C'est très ambigu. Donc c'est normal qu'il y ait une instruction en France. Moi, ce que je n'arrive pas bien à saisir, c'est quels étaient les intérêts éventuels français dans ce génocide. Dans ce génocide. Non, mais moi, nous on ne pense pas à survie que la France est génocidaire, c'est-à-dire qu'elle est impliquée concrètement dans l'exécution du génocide. Par contre, je pense, ce que nous pensons nous, c'est qu'elle a laissé faire, en toute connaissance de cause, et qu'elle a, contre vents et marées, soutenu un gouvernement génocidaire jusque pratiquement à la fin du génocide. Quel intérêt? Exactement le même que pour le Tchad. C'est-à-dire qu'on défend les gens en place. C'est ça la politique française. On défend les gens en place. On a donc signé avec eux des accords techniques et donc on applique ces accords. C'est ce que dit Kouchner. Il dit on n'a pas participé aux événements du Tchad, on a simplement appliqué nos accords. Voilà. Donc il y a des accords. Et nous avons une trentaine d'accords avec une trentaine de pays africains, c'est-à-dire toutes nos anciennes colonies. Voilà, hein, c'est assez clair. Alors bon, il y a beaucoup de choses. Oui. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que Mitterrand, il y a une espèce de bagarre entre les anglo-saxons et les francophones en Afrique. Et comme la FPR sont des Tutsis, étaient en Ouganda, qui est anglophone, et Kagame est devenu anglophone, hein, il ne parle pas français, il parle anglais. Donc Mitterrand, qui devenait gâteux à cette époque déjà, a pensé qu'il fallait défendre les intérêts de la France, la représentation de la France, par rapport aux Américains et aux Anglais qui sont en Ouganda. Voilà. C'est qu'aussi Mitterrand et d'autres hauts responsables, notamment des hauts responsables militaires, étaient fascinés par des théories qu'on appelle la guerre psychologique, qui ont été mises au point après la défaite cuisante de l'Indochine et qui ont été expérimentées pendant la guerre d'Algérie pour la première fois, exportées ensuite dans d'autres pays. Et que là, on était clairement sur l'exportation de ce schéma avec un fichage systématique de la population, un quadrillage qui permet de connaître et d'empêcher toute rébellion, toute prise de position contraire. Et enfin, c'est clairement ce qui a été, c'était la bataille d'Alger, où on avait quadrillé complètement Alger pour barrer la route, couper les racines, on va dire, du Voilà, c'est le concept de guerre totale. Voilà, le concept de guerre totale, guerre psychologique, la guerre contre-révolutionnaire. Et François Mitterrand était un des hommes politiques fascinés par ces techniques-là. D'ailleurs,
au moment où Roméo Dallaire a fait appel à l'Occident pour arrêter le génocide au tout début, les discussions qui ont eu lieu entre Védrine, Mitterrand et Juppé-Balladur, c'était de dire ok, si on fait quelque chose, et donc il y avait ceux qui disaient qu'il faut aller à Kigali, parce que ce génocide il s'est déroulé par une soumission et une obéissance complète à la hiérarchie et à Radio Mille Collines. Donc la radio et la hiérarchie en place, préfet, sous-préfet, bourgmestre, etc., et chef de cellule, ça a fonctionné complètement. C'est-à-dire exactement comme on dit d'aller cultiver telle plante ou d'aller récupérer ou de faire la récolte de ceci ou cela, ça a été les tueries contre les Tutsis. Ça s'est fait par cette espèce de soumission généralisée aux structures en place. Aux structures en place. On obéissait aux chefs de cellule qui obéissaient au bourgmestre, qui obéissaient au sous-préfet, etc. Et donc ça se fait comme ça. Et donc l'idée c'est d'aller, et c'est ce que Roméo Dallaire voulait, le commandant de l'ONU, il disait, envoyez, pas grand monde, envoyez-moi 200 personnes à Kigali, et on arrête Radio Mille Collines, et on coupe la tête du gouvernement génocidaire. C'est ça qu'il voulait. Voilà. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Donc évidemment, ça aurait répondu à la question. Au lieu de ça, on a envoyé fin juin quelques troupes ici pour s'amuser, enfin s'entraîner, disons. Dallaire avait aussi proposé qu'on brouille Radio Mille Collines. C'était facile, et ça n'a pas été fait non plus. Bien sûr. Je voudrais enchaîner sur les actions de justice actuellement. On est 14 ans après, qu'est-ce qui se fait? Donc j'ai parlé de ce qui se faisait au Rwanda. Au Rwanda, il y a ces tribunaux qui marchent tant bien que mal, et il y a ces 10 000 gachachas qui fonctionnent. À part quelques études un peu scientifiques qui sont très sèches et qui ne donnent pas du tout l'ambiance, si vous connaissez les bouquins d'Asfeld, là, c'est au point de vue de l'ambiance concrète de ce qui se passe au Rwanda. Moi, j'ai pas lu mieux, et pourtant, on a lu des milliers de pages. C'est fascinant. Ces 3 petits livres de Asfeld sont fascinants. Il en a écrit un où il interviewe les bourreaux, un où il interviewe les victimes, et puis un, celui qui vient de sortir et qui a obtenu le prix dans la surprise générale, c'est ce qui me ravit, et bien c'est sur 10 ans après, les uns en face des autres, c'est-à-dire les premiers bourreaux libérés et rentrés dans leur village. C'est absolument fascinant comme ces 3 livres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, donc au Rwanda, ils essayent de juger tout le monde, quitte à les libérer s'il n'y a pas de preuve. Ensuite, il y a le tribunal pénal international, créé dès 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est installé à Arusha et il a commencé à travailler en 1997. Son objectif, c'était de ne pas s'intéresser aux pogroms, c'est-à-dire aux tueries qui se sont passées avant le génocide. C'est comme ça. Vous allez faire que le génocide. Ni avant, ni après. Donc ils avaient cette période-là à étudier, les 3 mois du génocide, 6 avril, 6 juillet 1994. Et ils avaient une date limite et un budget limite. Ils ont eu beaucoup moins de moyens que le tribunal pénal de Yougoslavie. Ils ont eu beaucoup moins de moyens. Et on a listé 166 suspects qui devaient passer au tribunal pénal international, c'est-à-dire tous les organisateurs, les principaux organisateurs du génocide. Alors à ce jour, il y a eu 35 jugements, dont 30 condamnations. Ça a été les toutes premières condamnations pour génocide au monde. C'est-à-dire que toutes les condamnations avant, que ce soit l'Irak ou Yougoslavie, etc., c'était pour crimes contre l'humanité, c'était pour crimes de guerre, c'était etc. C'était pas pour génocide. Ce sont donc les toutes premières condamnations pour génocide au monde. Il y a eu 5 acquittements. Et puis là, comme il y a des procédures d'appel, etc., c'est toujours très long, il y a encore 12 appels qui sont en cours et 56 personnes qui sont détenues. Et qui attendent... Enfin, non, qui sont détenues après leur jugement. Et donc, comme il n'y a pas de prison à Arusha ouverte pour le tribunal pénal, ils font leur peine au Mali, au Bénin, au Rwanda, en France, en Italie et en Suède. C'est comme ça. C'est des pays qui veulent bien les accepter. Parmi les condamnés, il y a 4 prêtres qui auraient joué un rôle important, enfin qui ont joué, puisqu'ils sont condamnés. Donc il y a 4 prêtres catholiques, dont le dernier procès vient de se dérouler, là il vient de se terminer. C'était l'ancien aumônier militaire de Gitarama. Gitarama est une grande région ici. Et c'est la prison à vie qui a été requise contre lui. Voilà, le plus haut gradé dans l'église, c'est un évêque anglican, mais qui est mort en détention avant son procès.
Alors, le DPI s'arrête de fonctionner en 2010 parce qu'il n'a plus de crédit et il s'arrête de fonctionner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après pour les 50 ou 60 suspects qui sont soit arrêtés, soit qui pourraient être arrêtés? On ne sait pas, et donc l'ONU est en train de demander à un certain nombre de pays de bien vouloir faire ces procès. Donc actuellement, ils pourraient se dérouler en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Rwanda. Donc il y a une grosse question sur le Rwanda, mais on estime que le Rwanda maintenant a une procédure qui correspond. D'abord, le Rwanda a aboli la peine de mort, et ensuite ils ont accepté toute la procédure d'un tribunal de type international. Il faut savoir que la France a été extrêmement silencieuse et immobile pendant 6 ans, de 1994 à 2000. Elle n'a voulu instruire absolument rien du tout. À tel point d'ailleurs qu'il y avait des plaintes déposées contre vous avez sûrement vu ça dans la presse, venir régulièrement, un dénommé Venceslas, qui est un grec qui a été très longtemps vicaire en Ardèche, et qui avait 35 plaintes de Rwandais pour des agissements qu'il avait faits. Et 8 ans après, en 2002, il n'y avait toujours pas de procès. Et la France a été condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Une première fois pour délai irraisonnable avant le procès, 8 ans. Et une deuxième fois parce que ne figure pas dans le droit français un recours pour les plaignants pour délai irraisonnable. Ça n'existe pas dans notre code. Et donc, on a été condamné, la France a été obligée d'introduire dans son code un recours pour les plaignants qui sont face à un délai irraisonnable pour les instructions. Alors en France, il se passe un certain nombre de choses. Il y a d'abord eu, je parle de cette instruction du juge Bruguière. Bon, je passe. Il y a le tribunal des armées qui a été saisi de 6 plaintes contre l'opération turquoise et contre l'action de la France de 90 à 93, en estimant que là, elle n'avait pas respecté les contrats qu'elle avait avec le Rwanda, ou qu'elle a laissé sciemment se dérouler le génocide dans sa zone où elle était installée. Donc il y a eu 6 plaintes. On pensait que ces plaintes n'aboutiraient pas. Oui. Excusez-moi, en fait, qui sont les plaignants à ce moment-là? Les plaignants, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui attestent que, par exemple, à Bicécéro, dans une colline, l'armée française est au courant du génocide. Elle a dit qu'elle allait chercher des renforts et puis elle n'est jamais revenue. Enfin, si, elle est revenue, mais quand le génocide a été accompli dans cet endroit-là. Ou des contrôles d'identité qu'aurait fait l'armée française. Pour le moment, tout ça, c'est des plaintes. Voilà. Donc la juge Reynaud, elle aurait pu enterrer ça, comme l'affaire des biens mal acquis, là, la juge a enterré ça. Et donc là, on pensait qu'elle enterrait assez vite. Mais pas du tout. La juge Reynaud a décidé d'aller au Rwanda pour aller interroger les plaignants qui n'avaient pas les moyens de se rendre en France. Donc le ministère des Affaires étrangères a fait pression sur la juge pour qu'elle n'y aille pas, en disant que sa sécurité était en jeu, que c'était trop délicat, que du reste le procureur, lui, avait dit que ce n'était pas intéressant de continuer l'instruction, etc. Donc elle s'est rendue là-bas. Et quand elle est revenue, elle a confirmé les 6 plaintes contre l'avis du procureur. Donc ces 6 plaintes courent au jour. Nous, on connaît bien les 2 avocats qui vont défendre ces 6 plaignants. Ce sont 2 avocats qui ont défendu notre président lorsqu'il avait été accusé par 3 chefs d'État en 2000 qu'on avait été trop méchants avec ces 3 chefs d'État dans nos ouvrages. Eh bien, voilà, on a été défendu par ces 2 avocats et les 3 chefs d'État n'ont pas eu gain de cause, évidemment. Donc, le tribunal des armées est saisi. Nous espérons toujours que ces plaintes arriveront à un jugement. Il y a également 2 présumés génocidaires qui, eux, devaient être jugés par le TPI, par le tribunal pénal international. Ce sont donc 2 grosses légumes, comme on dit, qui auraient dû être transférés au tribunal pénal à Arusha. Ils ne l'ont pas été, mais tout récemment, donc après 6 ans d'attente, la France vient d'accepter de juger ces 2 principaux responsables du génocide, de les juger en France s'ils ne sont pas jugés d'ici 2010 à Arusha. Et puis il y a une dizaine de plaintes qu'avaient déposées un certain nombre de Rwandais ou le gouvernement rwandais contre des responsables du génocide, pas des gros qui dépendent du tribunal pénal international, mais d'autres
et le Rwanda les réclame pour les juger au Rwanda. Donc la France n'a rien dit, mais actuellement ça bouge. Donc depuis 2-3 ans, ça bouge. Il y a donc un gynécologue de Bordeaux qui a sévi à Butare. Butare, c'est la seconde ville du Rwanda. Donc là, c'est très très long parce qu'il y a des appels, ça part en cassation, etc. Bon. Et voilà, là je ne cite que ceux qui probablement soit seront jugés en France, soit seront renvoyés. Bon, je ne vous donne pas les noms, il y a un gynécologue à Bordeaux, bon, il y a d'autres personnes. Bien, je passe. Il y en a même un qui était un cadre important de l'ONU sur place à Kigali, et qui très vite a été un des responsables du génocide dans Kigali même. Et c'est l'ONU qui demande à ce qu'il soit jugé, et qui a demandé depuis 8 ans à la France de l'envoyer au Rwanda pour être jugé, ou de le juger en France. Ça y est, maintenant c'est fait, il va être soit jugé ici, soit renvoyé au Rwanda, je ne sais pas. Et puis il y a Agathe Habyarimana, donc la veuve du président Habyarimana, qui a été exfiltrée avec beaucoup de leaders en France, et donc qui, elle, a, ça y est, maintenant la plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, pour participation à la planification, à l'organisation et à la direction du génocide. Voilà. Pour mémoire, je vais citer quand même Pierre Péan, qui a fait un ouvrage de 600 pages essayant de démontrer un double génocide, c'est-à-dire qu'il y avait eu un génocide de Tutsis, des Hutus par les Tutsis, et que donc ce génocide des Tutsis, finalement, c'était que le retour de la monnaie, il n'avait que ce qu'il méritait. Il aurait eu lieu quand? Pardon? Il aurait eu lieu quand? Il aurait eu lieu de 90 à 93 quand ils sont descendus. Donc pour nous, on sait que Kagame n'est pas un saint. Il a probablement commis un certain nombre de crimes de guerre sur lesquels il faudrait bien qu'il réponde un jour de ça. Mais bon, génocide, nous on ne connaît pas, même les historiens ont du mal à appeler ça un génocide. Bon, Pierre Péan, au passage, a un certain nombre de critiques, quand je dis des critiques, ça va beaucoup plus loin sur les Tutsis, et il a donc passé en septembre au tribunal correctionnel pour une douzaine de passages de son livre qui sont jugés racistes. Et donc, il y a des plaintes qui ont été déposées, et donc en septembre, il doit répondre de ces 12 ou 15 passages de son livre. Voilà. Mais il n'y a pas que la France qui se bouge, il y a en Espagne, en Belgique et en Suisse des procès qui ont eu lieu ou qui ont lieu. Alors, une chose qui va répondre à votre question, en Espagne, par exemple, là, c'est la justice qui pose plainte contre une trentaine de Rwandais, de militaires rwandais, qui justement auraient commis des crimes de guerre. Donc, enfin, une juridiction va s'intéresser à ce qui se passe ici. Il y a eu très peu de choses, puisque très peu de journalistes ont pu suivre ça. Il y a eu un article dans Le Monde, et il y a eu surtout Colin Breitman dans Le Soir de Bruxelles, qui a parlé des exactions ici commises. Mais c'est vrai qu'eux, ils pensaient arriver en 3 mois à Kigali, et du fait que la France a monté des canons, des armes et des troupes, etc., ça a mis 3 ans pour descendre. Et donc, voilà. Donc, donc, il s'est passé des choses ici plus que troubles, et il faudrait que le président actuel réponde de ce qui s'est passé pendant 3 ans. Enfin, on ne parle pas de génocide. Mais l'Espagne, elle, peut peut-être soulever le voile de ce qui s'est passé là, parce qu'il y a une trentaine de militaires C'est rwandais. des exactions du FPR, pardon, c'est bien ça. Pardon? C'est des exactions du FPR. Du FPR quand il est descendu. Voilà, et parmi ceux qui ont une plainte contre eux, il y a un monsieur qui est commandant adjoint de la MINUAD. La MINUAD, c'est la force mixte ONU, Union africaine au Darfour. Donc le Rwanda a envoyé là-bas des troupes sous le commandement d'un monsieur qui maintenant se trouve sous le coup de cette plainte espagnole. En Belgique, il y a eu plusieurs procès, il y en a que j'ai suivis, il y en a dont j'ai une minute ici, jour par jour, c'est très intéressant, parce que la Belgique accepte la compétence universelle de ces tribunaux et donc a pu répondre à des plaintes qui n'étaient pas émises par des Français, par des Belges. Et donc il y a eu en particulier un universitaire qui a écrit les manifestes des Hutus, un manifeste d'une violence extrême contre les Tutsis, etc. Donc il a été jugé en Belgique et condamné à 20 ans de prison. Ils ont jugé encore un autre universitaire, et ils ont jugé 2 sœurs catholiques qui ont participé au massacre de 7000 personnes dans leur couvent, leur propre couvent, qui ont aussi été condamnées entre 15 et 20 ans. Et puis en Suisse aussi, il y a un procès qui a eu lieu. Voilà donc ce qui se passe actuellement. Donc en France, beaucoup d'attentisme jusqu'en l'an 2000, et les choses bougent maintenant depuis 5-6 ans, les choses bougent, et des procès vont avoir lieu chez nous, où des gens seront renvoyés soit au Rwanda, soit au tribunal pénal d'Arusha, alors que jusqu'à présent, ils étaient gardés.
j'hésite entre soit continuer à ouvrir le débat, puis je vois que plusieurs personnes me paraissent très compétentes, renvoient sur des sujets où j'ai été trop caricatural, ou bien si je parle du Kivu. Je ne sais pas. Kivu. Alors, moi j'ai juste une question. On va déjà donner la parole à ces deux personnes. Oui. Je voulais savoir le random de l'économie que ça en est. D'accord. Oui. Et moi en fait c'était pour savoir si, si la population Hutu s'était vraiment impliquée dans le génocide, ou si c'était vraiment juste quelques exactions, ou si elle allait vraiment participer majoritairement. Oui. Je voulais à cette question, je voulais savoir quelle armée ça représentait en, fait, en nombre d'hommes, parce qu'il y avait des Hutus et tout ça. D'accord. Sur l'économie du Rwanda. C'est redire la commission d'enquête citoyenne. Ah oui. Oui, ça c'est Bon, intéressant aussi. d'accord. Ah oui, j'en ai pas parlé du tout. En fait, c'est pour savoir parce que là, j'ai entendu parler de plaintes particulières, mais c'est pas il n'y a pas d'organisme ou je sais pas, d'association ou je sais pas comment trouver le terme, quoi, qui porterait plainte contre les génocidaires. Je réponds rapidement, mais c'est toutes des questions intéressantes. Sur l'économie du Rwanda, c'est vraiment simple, il n'y a aucune matière première. C'est un pays qui est éloigné à des milliers de kilomètres de toute côte, donc il n'y a pas de port. C'est un pays absolument extraordinaire parce qu'étant en altitude, le sommet c'est un volcan qui est à plus de 4000 mètres, et donc ce qui fait un climat magnifique et qui pousse tout ce qui peut pousser à la fois dans un pays chez nous comme dans un pays tropical. Donc vous pouvez avoir du blé, des pommes de terre, du thé, etc. Donc c'est un pays de cocagne pour ça. Mais on ne peut pas intensifier l'agriculture parce que c'est un pays, comme son nom l'indique, un pays des 1000 collines, qui est entièrement collinaire. Il n'y a pas de grande plaine, il n'y a pas de... Et donc, c'est un pays qui a une agriculture formidable, mais qui ne peut pas s'intensifier. Il n'y a pas les moyens d'intensifier, et il n'y a pas de sous-sol, et c'est à des milliers de kilomètres des côtes. Donc, il exporte un peu de café et un peu de thé, mais c'est à peu près tout. Et comme il est surpeuplé, il y a déjà des problèmes fonciers. Et les tribunaux là-bas étaient principalement occupés à régler les problèmes fonciers à l'intérieur des familles, parce qu'un père de famille est censé donner de la terre à ses enfants, ce qui n'est maintenant plus possible. Donc, il y a des problèmes de densité de population qui sont considérables, et il n'y a pas de ressources qui permettent d'envisager un avenir radieux à terme. Est-ce qu'on peut dire, pardon ? C'est déjà très intense comme culture. C'est le maximum d'intensification qu'ils peuvent faire. Quand j'allais pour étudier l'intensification, on était très hésitants. On en était, nous, à étudier la mise en valeur des marais, donc une grande partie du Rwanda, toute la partie des rivières, je n'ai pas tracé les rivières, mais toute la partie des rivières, il y en a ici, il y en a une autre par là, et bien ces rivières sont envahies de marécages avec des bambous qui poussent partout, enfin des roseaux qui poussent partout, et donc les seules terres disponibles c'est celles-là, et on essaie de pouvoir faire des polders, etc., pour trouver de la terre dans ces vallées-là. Mais c'est très difficile, c'est un pays difficile pour ça. C'est aussi un sanctuaire pour les derniers gorilles de montagne. Sanctuaire pour les derniers gorilles de montagne, il y en a au Rwanda et il y en a en République démocratique du Congo. Les forces du FPR, c'est 15 000 hommes, et ce n'est pas des vrais soldats, ce sont des gens qui ont pris les armes là-haut et puis qui sont descendus. Donc il y a quelques vrais militaires qui encadrent, mais il y en a assez peu, donc, bien sûr. Donc c'est une armée qui est toujours restée relativement modeste et qui n'a jamais été une armée de métier, on peut dire. Sur les Hutus, alors là... L'effectif, grosso modo, de l'armée au début, de l'armée du FPR. Le FPR, ils sont rentrés avec 5000 hommes. Ils sont rentrés avec 5000 hommes. Oui, c'est ça, ils sont rentrés avec 5000 hommes. Peut-être même pas au départ. Et puis ensuite, ils ont embauché, il en faut comme tout le monde. Et comme Leclerc, quand il est parti de Brazzaville et qu'il est remonté, dans tous les villages où il passait, il recrutait et puis il continuait. Donc, ils sont probablement, je ne sais pas avec combien ils sont rentrés au Rwanda, mais probablement beaucoup moins. Vous avez quand même de bons militaires bien préparés, parce que c'est grâce à eux que Museveni a fait pouvoir en Ouganda. En fait, ce sont des anciens chômeurs de l'armée. Voilà, alors on peut dire, il y a eu deux générations en fait. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien.
vous déjà parler de choses dont je ne voulais pas parler, mais qui sont tellement intéressantes. La première génération, comme c'était un pouvoir Tutsi aussi en Ouganda, la première génération a aidé le pouvoir en place. Et c'est pour ça que le pouvoir en place a ensuite aidé les Tutsis à reconquérir le Rwanda. Mais ça a été plus la deuxième génération que la première, parce que ça s'est fait en 1994 et qui partait depuis 60. À chaque pogrom, il y avait des vagues qui partaient. Ils s'en débarrassaient aussi parce qu'ils estimaient que ça faisait une Ils ont surpopulation. ils étaient bien contents de les voir partir. Ah oui, un côté, ça aussi. Sur les Hutus, soyez certains de ça, c'est que le génocide a eu lieu colline par colline, les Hutus pourchassant les Tutsis, colline par colline, avec leur liste à la main et avec le bourgmestre qui faisait le bilan tous les soirs. C'était vraiment, parmi les 4 génocides du XXe siècle, c'est comme ça que a été organisé, différemment de tous les autres. Ça s'est passé comme ça, colline par colline. C'est pour ça que très peu ont pu y échapper. C'est que les barrages ont été faits dès le lendemain du 7, et la chasse, lisez les bouquins d'Asfeld, ça c'est... Oui, c'était organisé et encadré. De manière parfaitement encadré, organisé, avec toute la hiérarchie à laquelle on était obéissants et soumis complètement. Oui, parce qu'à la différence des autres génocides, c'est que c'est peut-être pas le plus important en nombre, 1 million en gros, mais c'est que c'était fait en 3 mois, alors que les autres qui ont pu être plus importants, le génocide turc, etc., kurde, c'était sur plusieurs années. Donc ça veut dire que ça peut être fait qu'avec la population. Mathématiquement, c'est pas possible autrement. Et il disait, Asfeld, son dernier bouquin, c'est la stratégie des antilopes, hein, parce qu'il explique concrètement, enfin c'est pas lui qui explique, c'est les témoins qui l'interrogent, il explique comment chaque matin, les victimes sortaient des marais, non, au contraire, chaque matin, ils dormaient sur les collines, et dès qu'ils entendaient la population commençait à se mettre en branle, des coups de sifflet, des cris, des trompettes, etc. C'est-à-dire la population du coin qui se mettait en route, qui se mettait en chasse, on peut dire. À ce moment-là, ils s'en allaient en direction des marais pour plonger dans les marais, ils passaient la journée. Et s'ils étaient rattrapés trop vite par une bande de Hutus avec les machettes et tout ça, stratégie des antilopes, ils partaient dans les 4 directions. Parce que c'était le seul moyen qu'il y en ait le moins possible qu'ils soient attrapés et coupés en morceaux. Donc c'est comme ça que ça s'est déroulé pendant 3 mois. C'est les gens des collines pourchassant les autres, leurs voisins des mêmes collines. Ils savaient très bien qui ils devaient attraper, quelle famille devait être attrapée, etc. D'ailleurs, maintenant dans les cache-achats, c'est ce qui sort. C'est, oui, toi tu as eu, etc. Il dit, ben oui, j'ai pas eu ta nièce, j'ai pas eu ta, etc. Ça se passe comme ça, les cache-achats. Donc vous pouvez vraiment... c'est comme ça que s'est passé ce génocide-là. Sur les ONG, oui, il y a en France en tout cas la FIDH, hein, il y a Survie, et puis il y a un collectif des parties civiles rwandaises, CPCR. C'est donc un collectif des plaignants rwandais, c'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes regroupés, hein, sous l'égide des 2 avocats, hein, William Bourdon et Antoine Comte, 2 avocats extraordinaires. C'est donc eux qui les ont regroupés dans une association qui s'appelle le collectif, et c'est eux qui portent plainte. C'est le collectif qui porte plainte au nom d'un certain nombre de gens qui sont listés et qu'on peut aller interroger. Comme ONG, moi je connais que FIDH, Survie, puis il y en a encore 2 ou 3 autres. Il reste la question sur la commission d'enquête citoyenne. J'en ai pas passé parce que j'en ai pas parlé parce qu'on est trop humble à Survie, mais on est beaucoup trop. Merci pour la question. Alors voilà ce qui s'est passé. Au retour de la mission d'information parlementaire, donc qui est allée au Rwanda en 1998, nous à Survie, on était extrêmement déçus de son rapport. C'est un rapport pourtant où il y a des choses, où on pourrait tirer beaucoup de choses intéressantes sur le fait que la France n'a pas voulu comprendre la situation. On ne dit pas qu'elle n'a pas compris, on dit qu'elle n'a pas voulu comprendre. Hein, et on parle de ses négligences, on parle des ratés des décisions, on parle donc de beaucoup de choses qui laissent au moins entendre qu'il y a une implication française, au moins indirecte, et en tout cas on y trouve dedans beaucoup de choses, de questions qui auraient mérité qu'à l'issue de ça, le gouvernement en place, quel qu'il soit, puisse dire « Ouh, mais sur tel point, tel point et tel point, il faut aller plus loin ». Tout ça a été mort et enterré. C'est pour ça que nous, à Survie, on a créé une commission d'enquête citoyenne, la CEC, où il y avait une demi-douzaine d'ONG, un magistrat connu, Géraud de la Pradelle, qui l'a dirigé,
Et on a interviewé pendant 8 jours à Paris des journalistes, des historiens, et tout ça en 2004. Parce que en 2004, les historiens, c'était plus des militants comme nous, c'était des historiens, des journalistes, des témoins qu'on a fait venir du Rwanda, des cinéastes qui étaient allés tourner et qu'on a interrogés, etc. Donc, une trentaine de gens qu'on a interviewés longuement pendant 8 jours. À l'issue de ça, il y a eu un rapport, et ce rapport a été présenté à l'Assemblée nationale, non pas dans l'hémicycle, dans une des salles du sous-sol, mais quand même à l'occasion d'un colloque où on a pu donner toutes les conclusions. Ces conclusions sont éclatantes, ça veut dire qu'on a, avec des chiffres, des noms, des dates, etc., on a des preuves que des armes ont circulé, même après l'embargo qui avait été décrété par l'ONU le 27 mai, c'est-à-dire déjà bien tard, mais même après, il y a eu encore des livraisons d'armes par la France, via l'aéroport de Goma. On sait qu'on a reçu donc des génocidaires, je vous l'ai dit. On sait qu'on a approvisionné le gouvernement génocidaire qui ne voulait pas appliquer Arusha, etc. On sait que sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan militaire, tout ça, et c'est ce que vous avez sur l'exposition, donc je vous recommande d'aller la lire, et c'est bourré de preuves chiffrées. On a vu les chèques de BNP Paribas transiter pour payer l'armement qui avait été livré à Goma après l'embargo de l'ONU. On connaît donc un certain nombre de choses qui ont été dites, qui ont été écrites, et qui mériteraient pour le moins des enquêtes très précises sur tous ces sujets-là. Donc voilà ce que c'est que la commission d'enquête citoyenne. Elle est publiée, elle est là en documentation. Voilà. Donc 5 minutes, je vais peut-être passer 5 minutes sur Kivu, pas plus, mais si, comme je le crains, c'est une région explosive, ça nous amènera à la rentrée prochaine de faire une séance uniquement sur le Kivu. C'est vraiment, là, il y a des intérêts gigantesques, autant sur le plan politique que sur le plan économique, et je pense qu'il faut qu'on s'intéresse au Kivu autant qu'au Darfour, ou qu'à la Tchétchénie, ou qu'au Moyen-Orient, donc peut-être juste en dire un mot, mais là, Kivu, 250 000 personnes, une marée humaine qui déboule en 1994 sur ce territoire. Une marée humaine. Et ça fait un désastre écologique et un désastre économique. Ça, c'est une certitude. En 1994, c'est le désastre pour le Kivu. Il y avait déjà, depuis des décennies, des Rwandais qui partaient là-bas, parce qu'ici, il y avait des terres, il y a des grandes plaines, les sols sont riches, voilà, qui s'installaient, et puis qui vivaient, on les appelait des Banyamulenge ou des bons, peu importe, et donc ils s'installaient ici dans la paix et la sécurité. Cette marée humaine en 1994 a été un désastre. Il y a des terres très fragiles, c'est toute la chaîne des volcans, etc., les gorilles, tout ça, pour chasser et tout, et il y a des mines. Et les mines sont toutes, je crois que si vous utilisez le mot de mafia, toutes les mines sont quasiment aux mains de mafia, c'est-à-dire de seigneurs de guerre qui s'entendent avec les multinationales. Au besoin, on va créer une société commune dans un paradis fiscal pour l'argent. Et puis voilà, l'entreprise multinationale est protégée par ce seigneur de guerre et ses troupes. Et puis voilà. Et, au point de vue sanitaire, humain, etc., c'est une catastrophe. Et ça dure depuis 1994, donc depuis 14 ans. Alors, quand cette marée est arrivée là, c'était la toute dernière année du règne Mobutu à Kinshasa, et donc il ne se passait plus rien ici. C'est un régime en déliquescence et en plus à 1500 km de là. Donc ici, ce sont les seigneurs locaux qui ont pris qui se sont instaurés seigneurs, etc. Les armes arrivaient à flot par l'aéroport de Goma, de partout. Alors il faudrait rentrer là dans le commerce des armes qui est plus florissant que jamais, puisque maintenant il y a des sociétés de mercenaires qui ont pignon sur rue, qui sont cotées en bourse, etc. Donc les armes, ça ne fait pas de problème pour personne. L'argent non plus, quand on est assis sur des richesses pareilles, et donc les conflits sont entretenus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'armée de l'ancien régime, peu importe tout ça, l'armée de l'ancien régime s'est reconstituée, et elle s'est également constituée en force politique, dont le but c'était alors officiellement, c'est de dire retour au Rwanda et réintégration. C'est-à-dire que les politiques de chez nous vont rentrer dans les politiques rwandaises, et l'armée de chez nous va rentrer dans l'armée rwandaise. Voilà. Alors, évidemment, il n'en était pas question pour le gouvernement, parce qu'ici, c'était donc tous les génocidaires qui étaient là, enfin tous, un certain nombre, 250 000 probablement,
Et donc, au contraire donc ici, ils ont commencé à prendre tous les camps de réfugiés, il y en avait une quinzaine, qui s'étalaient au nord et au sud Kivu, et c'est ce nouveau mouvement qui s'appelle le FDLR, ça il faut, je ne sais pas si, FDLR, le Front de libération du Rwanda, voilà l'ancienne armée du Rwanda, qui s'est reconstituée en armes, qui s'est reconstituée sur le plan militaire et sur le plan politique, et qui veut reprendre le Rwanda. Et donc il y a depuis 14 ans ici, soit l'armée du FPR qui essaye de démanteler les camps, soit toute une série d'accords internationaux, sur lesquels je ne parlerai pas, dans lesquels sont impliqués les États-Unis, parce que là, ça les intéresse, cette région-là. Et donc, l'idée, c'est de dire, donc il y avait une date butoir qui était le 15 mars 2008. C'est pour ça que je voulais faire apparaître le Kivu dans cette conférence. C'est que là, on va peut-être passer à un autre stade. Il y avait au 15 mars, si les dirigeants politiques et militaires du FDLR ne rendaient pas les armes de gré, ce sera de force à partir du 15 mars 2008. Voilà. Et le 13 mars 2008, donc j'abrège, vous voyez, le 13 mars 2008, il y a eu une résolution, la résolution 1804 des Nations Unies, en disant, à partir de maintenant, on peut arrêter par la force les dirigeants du FDLR, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient militaires, on va les traduire devant des tribunaux, et ceux qui veulent rentrer au Rwanda pourront le faire, un, désarmés, et deux, sans aucune exigence. Simplement, ils rentrent au pays. C'est tout. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne pour... alors, actuellement, les Belges et les États-Unis font des efforts considérables pour reconstituer l'armée de la République démocratique du Congo. Mais ça ne se fait pas dans cette région, ça se fait dans d'autres régions du Congo. Donc ce n'est pas demain la veille que les forces armées de RDC pourront faire quelque chose ici. Quant à l'ONU, toujours pareil, elle a des troupes, mais elles n'ont pas le droit d'intervenir. Donc on ne voit pas ce qui va changer encore maintenant, malgré ce fameux 15 mars. Mais c'est absolument explosif. Les articles de Colette Breckman sont impressionnants, ceux qui paraissent dans le Soir de Bruxelles actuellement, et il y a toute une série d'articles sur le viol des enfants, sur les viols des femmes, sur le rapt des enfants, l'enrôlement de force des enfants et sur la maîtrise des minerais. Le FDLR est actuellement la force toute puissante du Kivu. Donc on se demande ce qui peut se passer. Est-ce que le Kivu va être annexé au Rwanda? Est-ce que le Kivu va être plus fort que le Rwanda et l'envahir? Est-ce que les forces armées de RDC ou l'ONU ou les forces internationales pourront faire quelque chose ici? Là, on est assis sur une bombe au Kivu. Voilà ce qu'on pourrait dire juste en 2-3 mots. Oui? Pourquoi il y a eu 3 ou 4 millions de morts? Pourquoi y a-t-il eu 3 ou 4 millions de morts, comme il est annoncé, depuis 14 ans? 3 ou 4 millions de morts depuis 10 ans. Non, moi j'avance aucun chiffre, parce qu'il n'y a aucun chiffre officiel. Tout ce qu'on sait, c'est que sur tous les accords qui ont préconisé des retours, il n'y en a eu que 10 000. Parce que ça, on les connaît à la frontière, puisqu'ils sont déjà enregistrés. Donc sur les 250 000 qui sont partis, il n'y en a que 10 000 qui sont rentrés de leur gré. Sinon, des morts, alors là, effectivement, on sait que dans la maîtrise des camps, donc en 96, c'est l'armée rwandaise qui est venue démanteler les camps, il y a beaucoup de morts. Ensuite, lorsque l'armée congolaise a essayé de bouter dehors le FDLR, là encore il y a eu des combats, mais ils sont ignorés, et il y a eu surtout beaucoup de populations, soit tuées, soit qui s'est échappée, qui est partie. Donc actuellement, il n'y a aucune statistique sur le... Je ne sais pas d'où on sort les 3 millions de morts. 3 ou 4 millions de morts sont des statistiques avancées, enfin des estimations avancées par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, mais depuis 1994, pas spécifiquement sur le Kivu, je dis sur l'est du Congo. Ça recoupe le Kivu, et une partie plus large autour. Ça recoupe le Kasaï, une partie de la province orientale. Et d'ailleurs, on pourrait parler de l'Ituri aussi, l'Ituri où l'ONU, bon c'est encore au nord, mais le Congo est si vaste. Oui, c'est tout à fait possible. Qui est en guerre depuis 10 ans, avec les enfants soldats et toutes les horreurs qu'on peut connaître, qui est en guerre en fait depuis un peu avant la chute de Mobutu, donc à l'époque du Zaïre, et où depuis la paix n'est jamais revenue dans ces parties-là. On ne va pas regretter Mobutu, cette idée, mais en attendant, ça fait 10 ans qu'il y a des massacres. Alors, on ne parle pas de génocide, parce que par rapport à la caractérisation de génocide, on n'est pas sur une extermination systématique et organisée d'un groupe déterminé,
mais on est bien sur des massacres de guerre, des crimes de guerre abominables, peut-être des crimes contre l'humanité. Malheureusement, c'est plus tard qu'on le saura, mais les estimations de 3 à 4 millions de morts sont tout à fait crédibles. Et c'est bizarre que ces chiffres n'évoquent rien, parce qu'ils sont repris même assez habituellement au niveau national. Et la vie Mobutu au Zaïre, quelle était son attitude pendant les événements de 94 lui, c'était sa dernière année, hein, c'était fini. Le régime était en déconfiture. Il essayait de sauver son truc. Il dépassait plus Kinshasa. Hein. Et d'ailleurs, Kabila, Laurent d'abord, puis Joseph, eux, ils ont commencé, et c'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles, c'est qu'ils ont commencé par réintégrer l'ancienne armée rwandaise qui s'installait ici sur toute cette région-là. Ils les intégraient dans les forces armées de RDC parce que ça leur faisait des soldats bien formés, qui avaient déjà fait le coup de main, etc. Et comme les armées étaient en déliquescence, etc., ils avaient là des forces. Mais ça complique le problème actuel. Parce qu'on voit mal les forces armées de RDC qui ont intégré des milliers de Rwandais, maintenant aller bouter le reste. Donc les choses sont devenues extrêmement compliquées. Je vous remercie beaucoup de votre patience.